Salut! On vous parle en direct de Las Vegas, de la Strip en fait. On est dans une microbrasserie. Là, vous voyez derrière nous, on voit le New York, le MGM. On voit même un beau château de princesse derrière l'Excalibur. On s'est trouvé un petit coin tranquille pour être en mesure de vous parler, ce qui est quand même assez rare à Vegas. Pour ceux qui ont eu le bonheur de visiter cette ville, vous savez à quel point ça peut être stimulant et bruyant. C'est peu dire. C'est peu dire, effectivement. Donc, on s'est trouvé un petit coin tranquille pour être en mesure de vous parler aujourd'hui, revenir sur notre expérience au CES cette semaine. En fait, on a couvert l'événement. On est allé à la recherche des nouveautés food tech, mais tout d'abord, c'est quoi le CES? En fait, le CES, c'est vraiment le plus gros show international de nouvelles technologies. Donc, on parle de 140 000 participants, ce qui est quand même impressionnant, là. Non, on le sent dans la ville, là. Il y a des badges CES partout, là. C'est pris d'assaut, oui, effectivement. Il y a 150 pays participants, c'est plus de 4500 exposants. Là, ça, 4500 exposants, c'est énormément de marques présentes sur place. Quand on le compare, on s'est amusé à le transposer en terrain de football. Là, puis on l'a noté ici, là, c'est 45 terrains de football, la superficie que prend l'événement partout à travers la ville. Là. Non, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand on regarde les distances qu'on a à marcher. T'sais, entre deux lieux, là, il y avait un hôtel, on le voit au loin derrière, là, le Mandalay Bay et le métro de Venetian, là, qui sont deux lieux où avaient lieu des événements. Ouais. Puis c'est 4 km entre les deux. Là. Fait que des fois, on avait une conférence à un, une conférence à l'autre. Dans notre semaine, là, on est arrivé de lundi à jeudi, on a marché 85 km principalement pour le show. Là. Ah ouais, c'est quand même vraiment impressionnant. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis, c'est à travers ces différents endroits-là, au niveau de l'exposition, il y a plusieurs marques qui sont représentées. Tous les grands sont ici. Là. On pense à Amazon, Meta, on avait Lenovo, Nvidia. Toutes les grandes marques techno sont là. Oui, mais au-delà de ça, ça me faisait penser aussi, on sent qu'il y a un déclin aussi de South by Southwest auquel on assistait il y a quelques années. Ouais, les grandes marques médias, entertainment aussi sont ici. Là, on a croisé des initiatives de Disney, Snapchat, Reddit, des grandes agences de pub comme Havas, WPP par exemple, qui sont ici avec des activations. Donc, on sent que c'est vraiment rendu un hub, oui, une nouvelle technologie, mais comment la techno influence aussi la créativité, le média, le divertissement et autres. Bien, on le voyait même dans le nom des entreprises présentes sur les badges des participants, là, c'était excessivement diversifié. Le plus qu'on l'aurait cru, en fait, c'est pas juste purement techno. Là. En fait, puis comme on le voyait à South by Southwest, les marques sont ici, ils font pas juste avoir un kiosque ou donner des conférences, ils prennent vraiment d'assaut la ville. Ouais. Ici, le monorail était complètement wrappé aux couleurs d'Intel. Mais tous les panneaux publicitaires, on s'entend là, sur le strip, parce qu'il faut dire le strip et non la strip. On a appris ça cette semaine. Donc, les grands panneaux publicitaires aussi sont pris d'assaut par les marques. Amazon était, avec son Fire TV, était très, très, très présente. Tu parlais de Lenovo aussi, Nvidia. Ben, Lenovo le strip était complètement placardé de ces marques-là. Lenovo a pris d'assaut la sphère, en fait. Là, donc, il y avait de l'affichage extérieur sur la sphère pour la durée de l'événement qu'ils ont monopolisé. Mais tu sais, plusieurs endroits sont privatisés pour l'occasion, que ce soit des bars, des restaurants, des coins de salle, peu importe. Les marques prennent aussi ces différents endroits-là pour activer. Donc, c'est quand même impressionnant l'impact que ça a dans la ville. Là. Mais là, pourquoi une entreprise comme la nôtre, qui se spécialise dans le conseil d'entreprises en bioalimentaire, vient ici à Vegas, mais surtout participer au CES, parce que c'est notre deuxième participation. Je suis venu il y a 2 ans, puis on sentait le besoin de revenir, parce qu'aujourd'hui, la tech puis le bouffe, c'est vraiment rendu indissociable. Que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, de la distribution, du détail, de la restauration, puis même de la relation que les consommateurs entretiennent avec leur bouffe, on peut plus faire de dissociation entre bouffe puis tech. Puis on le dit depuis quelques temps déjà là, chez ILO, mais le sens de l'expression « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », prend plus son sens que jamais. Puis, tu sais, les grandes entreprises tech, ils l'ont compris. La meilleure façon de connaître un individu, c'est par ce qu'il consomme, ce qu'il mange. Puis, en étant capable de rentrer dans nos maisons puis de savoir exactement ce qu'on met dans nos frigos, dans nos garde-manger, ces entreprises-là sont capables de savoir combien on est dans la maisonnée, c'est quoi notre niveau de revenu, s'il y a des maladies, c'est quoi nos habitudes culturelles, c'est quoi nos habitudes de vie, à quelle heure on mange, etc. Est-ce qu'on cuisine pas? Puis en ayant accès à toute cette banque d'informations-là, bien, ils en savent tellement sur nous qu'ils sont capables d'arriver à un niveau de personnalisation
extraordinaire pour être capable de mieux nous cibler, mieux nous vendre, puis vendre cette donnée-là à d'autres aussi. On va en parler un peu dans ce qu'on a découvert ou ce qu'on a appris ou confirmé lors du CES, mais on voit que la cuisine devient vraiment un lieu central pour les entreprises en tech pour avoir accès à toute cette information-là. C'est pour ça que c'est important pour nous de venir ici puis de voir, puis comprendre, puis toucher, puis expérimenter aussi ces nouvelles technologies-là, parce que les marques qu'on accompagne, les marques qu'on conseille ou qu'on informe à travers nos différentes plateformes, ben il faut qu'ils vivent dans cet écosystème-là. Là, pour l'instant, on a eu nos téléphones, il y a des petites recettes sur ChatGPT, on trouve ça drôle, mais ce qui s'en vient comme révolution ne sera pas mineur. Ben, c'est parce que, tu sais, puis on va en parler plus en détail, mais tu sais, nous, on est ressortis de là avec un plus haut taux d'inquiétude que par le passé aussi sur ce qui s'en vient d'un point de vue éthique. Ça re-questionne beaucoup d'éléments, donc on va vous en parler, là, mais c'est quand même frappant. Amé m'a parlé toute la semaine à quel point elle avait peur du futur. Ah non, on est rendu beaucoup plus loin qu'on pense qu'on est rendu en ce moment, puis c'est un peu inquiétant, tu sais. Ouais. Fait que ça, on y va avec nos grands constats, mettons. Je mets constat au pluriel, mais il y en a un principal, si je peux dire. Puis on a écouté différents chroniqueurs aussi, techno, en parler cette semaine. Ce qu'on se rend compte, c'est en fait, quand je suis venu au CS il y a 2 ans, on parlait de l'IA, ça faisait peut-être 1 an que ChatGPT était dans le marché, puis tout ça. Mais c'était présent, tu me l'avais dit, c'était présent, mais c'était pas à la hauteur de ce qu'on a connu. Non, mais tout le monde parle d'IA, tout le monde parlait d'IA, mais c'était comme si ça va faire ci, ça va faire ça, ça pourrait faire ci, ça pourrait faire ça. Puis là, à peine 2 ans plus tard, on est en mode de plus parler de l'IA comme étant juste de l'IA générative, mais on parle de l'IA qui sort du numérique puis qui rentre dans le physique, qui rentre dans les objets. Puis c'est le principal élément qu'on a retenu, c'est que où on s'en va avec ça, là, plusieurs experts le disaient, ça va être aussi important que la révolution des smartphones, des téléphones intelligents qu'on a dans nos poches. C'est ça qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines années, où l'IA va nous suivre partout. Là, on parle d'un AI twin. Il y a plusieurs entreprises qui nous ont parlé de ça, où on va avoir un IA qui va nous suivre partout, puis pas à travers notre téléphone, pas à travers un écran, mais à travers tous les appareils connectés qu'on va avoir autour de nous. Donc, à la maison, on pense évidemment à nos électroménagers, que ce soit on va en parler tantôt, mais que ce soit nos frigos, nos fours et tout ça, notre télévision, laveuse, sécheuse, sonnette et autres. Mais ça va nous suivre aussi dans notre voiture, ça va nous suivre dans les lieux commerciaux, puis on va interagir avec cette IA-là sans vraiment s'en rendre compte parce que notre twin, notre jumeau et intelligent, qu'on appelle aussi notre agent intelligent, là, selon différentes compagnies, va nous accompagner partout pour s'assurer de nous offrir une expérience la plus personnalisée et adaptée à nous possible. Mais ce qui est intéressant et aussi inquiétant à ce niveau-là, c'est que quand on parle de ce fameux twin-là, c'est pas dans 10 ans, là, les entreprises, notamment Lenovo, le lançait cette semaine en primeur, puis ça va être dans les mains des gens dans les prochains mois, assurément. Là. Donc, on parle pas de quelque chose qui est futuriste. Oui, puis chez Lenovo, ce qui était intéressant, puis on l'a vu ailleurs aussi, on l'a vu chez Amazon. Chez Lenovo, c'était un petit bidule qui ressemblait genre à un Tamagotchi. Genre, je sais quoi, c'est comme une petite manette, une genre de toute petite manette. C'était gros comme, mettons, une manette d'Apple TV ou comme un gros une clé d'auto numérique. Genre, les boutons d'urgence pour les personnes âgées, ça ressemble un peu à ça. Muni de micro, muni d'une caméra qu'on peut porter en pendentif, qu'on peut porter en breloque ou peu importe. Il y avait les différentes personnes de Lenovo le portaient de différentes manières. Puis cet élément-là devient l'élément central qui nous suit dans tout ce qu'on fait dans la vie et est en mesure après ça de nous faire des recommandations, d'aller jusqu'à acheter des produits pour nous à travers soit nos lunettes intelligentes, pour l'instant, notre téléphone et tout ça. Du côté d'Amazon, ils nous ont présenté un principe où c'était vraiment minuscule. Là. Ça pouvait se mettre en bracelet. C'était gros comme, mettons, le dessus d'une Apple Watch, mettons. Là. Oui, mais ces éléments-là qui filment en direct, comme Guillaume le dit, ce qui nous inquiétait aussi, c'est on est filmé, n'importe qui peut nous filmer aussi en direct sans qu'on ait aucun consentement donné. Fait que la ligne éthique dans cette utilisation-là de ces appareils-là, on avait beaucoup de questions si c'est pas encadré, puis comment c'est ou ce sera encadré. Là. Oui, puis tu sais, fait que là, ça, c'était un des éléments. Puis l'autre élément aussi qui était très présent, puis qui est très intimement lié à ça, c'est l'arrivée des robots humanoïdes. C'est pas la première fois qu'on voit au CES des robots, là, des robots qui dansent, des robots qui jouent au ping-pong, des robots qui font un peu n'importe quoi. Mais là, on est vraiment rendu avec des robots qui sont là pour alléger notre vie de toute tâche ménagère. Chez LG, là, qui a présenté
Cloyd, cette semaine, qui est très sympathique. Là. Je veux dire, on a fait des photos avec lui avec des cœurs dans les yeux et tout ça. Ben, l'idée, c'est de dire que ce robot-là va devenir le centre de notre vie. Donc, on va avoir il va être notre hub à la maison qui va nous accompagner, qui va être notre agent AI personnel, puis qui va aller jusqu'à nous plier notre lavage, qui va vider le lave-vaisselle et tout ça, mais qui va nous faire des recommandations aussi en fonction de notre environnement. Donc, en fonction de nos habitudes, en fonction de la météo, en fonction de notre horaire qui peut avoir changé. Puis, on va écouter un extrait dans quelques secondes là, de la vidéo promotionnelle que LG a présentée lorsqu'ils ont lancé Cloyd, excusez, je vais pas finir par m'habituer. Puis, tu sais, ce qui était fascinant, c'est que dans la vidéo promotionnelle, le maître, si on veut, de Cloyd a dû annuler son entraînement parce qu'il pleuvait. Puis là, pour le rassurer ou le réconforter, le robot lui a proposé de lui faire une soupe à l'oignon parce que, dans le frigo, il y avait tout ce qui était nécessaire. C'est ça. Il pleuvait dehors et ça allait être quelque chose de réconfortant parce que ça fait partie des plats préférés de, je me souviens plus le nom de c'est la famille, du maître, peu importe. Puis tout ça. Donc, c'est là qu'on s'en va. Fait que, même dans nos questionnements, on va en reparler un peu plus tard, mais par rapport aux marques alimentaires qu'on accompagne, qu'on a chez nous au Québec, comment ces marques-là vont être capables de tirer leur épingle du jeu à travers les algorithmes qui sont programmés pas chez nous, puis comment on va être capable, après ça même pour nos détaillants alimentaires, de tirer leur épingle du jeu dans un univers qui est un peu contrôlé par des géants internationaux. Tu sais, est-ce que un LG, par exemple, dans son écosystème, je pense pas que les LG va se lancer dans la distribution alimentaire, mais ils vont devoir faire des partenariats pour que le fameux Cloyd, ou peu importe, passe une commande. Mais est-ce qu'ils vont faire des deals avec Walmart, Amérique du Nord, avec Costco, avec Amazon peut-être, versus de dire, on va signer une entente régionale avec Metro? Bien, c'est un questionnement qu'il faut avoir, tu sais. Oui, puis poser la question, actuellement, c'est un peu y répondre aussi. On se doute fort de la réponse, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que tout ce changement-là aussi, tu sais, on peut se questionner par rapport à... On entend beaucoup parler des chambres d'écho présentement, mais tu sais, ce robot-là, son objectif, c'est de te plaire puis de t'amener un environnement qui va te réconforter, qui va te faciliter la vie. Tu sais, il disait chez LG, leur grand concept, là, c'est de Zero Labor Home, donc que l'humain devienne à ne plus avoir à faire de tâches ménagères. Mais ce concept-là aussi peut être épeurant. Moi, ça me faisait penser toute la semaine au film de Pixar et Disney, Wall-E, où on voit là, tous les gens qui n'ont plus aucune tâche à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est dans une société du loisir et tout ça, là, puis on les voit là, se promener sur des chariots, puis ils sont tous contrôlés par des robots. Ouais. Toi, tu pensais à... Mais ça m'a fait penser, on est rendu là, honnêtement, là, ceux qui ont la référence, là, les dessins animés, les Jetsons, là, où on voyait ça tellement futuriste. Il y avait beaucoup d'éléments dans la cuisine de robots connectés et tout ça. Ça nous a fait penser exactement à ça quand on a vu ça en marché, en fait, sur le plancher du salon cette semaine. Puis, tu sais, je pense que les marques le sentent aussi, cet aspect un peu moins peut-être accepté ou difficilement acceptable rendu à cette étape-ci. On a vu le discours changer de la part des entreprises, de dire, au lieu de présenter la technologie comme un remplacement potentiel à l'humain, on n'était vraiment pas dans ce discours-là. Là, cette année, l'ensemble des marques s'était donné le mot pour amener ça d'un point de vue plus humain. Donc, la technologie est au service de l'humain pour le rendre meilleur, pour te simplifier la vie, pour tout ça. Tu sais, quand on parle, puis on les a notés, là, tu sais, chez LG, au lieu d'appeler ça l'Artificial Intelligence, ils ont appelé ça le Affectionate Intelligence, tu sais. Ça vous donne une idée. Même chose chez Hyundai, qui présentait ça comme un Human-Centered AI. Le discours a vraiment changé. Le nouveau, quand ils ont présenté la technologie du AI Twin puis du petit bidule qui capte en temps réel, ils ont fait plein de références au fait que ça devait être sur approbation de la personne qui le prend, consentement et tout. Il y a une conscience, mais n'en demeure pas moins que cette technologie-là va être dans les mains de gens qui n'auront pas nécessairement cette conscience complète-là non plus. Oui, mais ça reste que, oui, on est tourné autour de l'humain, mais on veut plaire à cet humain-là qui est notre Twin AI. Ah oui. Donc, les recettes, là, je reviens à la nourriture, mais tu sais, les recettes qu'il va nous proposer, ça va être des recettes qu'on connaît, qui sont réconfortantes. Tu sais, il y a plein de marques qui faisaient référence à oui, mais ils vont quand même pouvoir vous proposer les recettes de vos grands-mères et tout ça. Mais oui, on va pouvoir être dans la découvrabilité, mais on revient à notre rôle de conseil auprès de marques bioalimentaires de chez nous, dans un petit marché. Tu sais, à quel point, quand on va lancer une nouveauté, ça va être difficile de percer. On sait que déjà, c'est difficile de rentrer en tablette, c'est difficile de faire sa place dans l'écosystème numérique actuel. Là, de rentrer dans des nouvelles habitudes, si tout est programmé puis est automatisé,
ça va devenir un peu problématique, complexe. Puis même, complexe, de se dire, ben moi, quand j'ai plus de mayonnaise, je veux que tu en commandes automatiquement, mon cher jumeau AI. Ben à quel point ce robot-là va commander de la Hellmann's versus commander de la Mag. Là, il va falloir que le consommateur soit encore plus vigilant. Là, il ne sera pas en tablette à faire le choix entre deux produits. Il va falloir qu'il programme ou qu'il avise son robot que moi, je veux que tu achètes d'abord une marque locale. S'il n'y a pas plus d'écart de prix que tant, même chose, on pensait cette semaine, Outbox versus Oatly, ou vas-tu reconnaître que le petit crémeux de Boivin va être différent d'un Cheese Whiz et tout ça. C'est à quel point, parce que il y a quelques années, quand il y a 2 ans, quand j'étais venu, oui, les frigos intelligents étaient là. Ils reconnaissaient les produits qu'on mettait à l'intérieur. Là, heureusement, on l'a vu chez Samsung, la qualité de reconnaissance est vraiment plus grande. Ils reconnaissent les marques. C'était précis. Oui, c'était très précis. Il faisait une différence entre un fromage râpé Kraft qui était rentré versus une autre marque et tout ça. Mais ça reste que si ces marques-là qui ont pas des pouvoirs d'achat, mais qui ont des présences internationales, peuvent signer des ententes avec ces grandes multinationales-là pour être placées en preferred, bien là, comment on va tirer notre épingle du jeu en tant que marque plus locale? En tout cas, c'est plein de questionnements qu'on a. Il y a ça, puis l'autre volet sur lequel on peut se questionner, c'est l'uniformisation que ça va amener, c'est-à-dire la standardisation. Parce que, tu sais, exemple, on a visité la cuisine connectée de LG, puis ils ont développé un four, en fait, intelligent. Tout est intelligent, là, cette année, on va arrêter de le dire, là, mais c'était un four intelligent. Ce four-là, peu importe ce que tu mets à l'intérieur, va reconnaître à l'aide de capteurs puis de caméras l'aliment, comme ce qu'ils nous ont fait vivre, en fait, c'est des croissants. Donc, mets une plaque de croissant au four. Le four sait automatiquement que c'est des croissants et te dit exactement la cuisson que le croissant devrait avoir. En fait, il te le dit pas, il le fait pour toi. Il le fait, peu importe, c'est ça exactement, il le fait. Puis il y a une caméra qui capte en temps réel puis qui te l'envoie sur ton téléphone pour que tu vois ce qui se passe. On a posé la question. Ce qui était chouette, c'était que quand le croissant est presque cuit, puis qu'il reste juste à faire la petite dorure finale, il t'envoie une notification pour savoir si tu veux la faire ou pas. En tout cas, il a fait c'est ça automatique ou je ne sais trop. Mais tu sais, quand on a posé la question à savoir, OK, mais mettons, moi, je préfère mes croissants plus croustillants, ben tu peux pas le personnaliser. Tu vas toi-même après ça voir aller probablement retirer tes croissants plus rapidement. Mais c'est quand même un questionnement à avoir de dire jusqu'à quel point ça va amener une standardisation imposée par rapport à ce que devrait être la façon de consommer certains ingrédients, certains aliments. Là. Oui, bien là, tu sais, on parle du four connecté, des fours intelligents, on en a vu 1001 cette semaine. Je dirais que les plus intéressants, c'était chez LG et chez Samsung. Mais après ça, même dans des entreprises plus petites tailles, des startups et tout ça, il y avait des air fryers intelligents, avec la même technologie, là, mais dans un plus petit format. On a vu des micro-ondes aussi avec le même principe, des barbecues qui avaient le même principe. Moi, je me questionne, tu sais, juste ma lumière de four, j'ai l'impression qu'elle est toujours sale. Fait que j'ai bien hâte de voir comment toutes ces caméras-là vont rester propres pour reconnaître. Puis ça, on va se le dire aussi, on l'a pas vécu dans les grandes entreprises, mais dans les plus petites startups, des sensors qui avaient trop de poussière dessus puis qui n'étaient pas capables de nous faire une démonstration en temps réel puis que la personne nous demandait d'arrêter de filmer pour devoir passer un chiffon. On l'a quand même vécu là, cette semaine. Puis pas une fois, là. On l'a vécu quelques fois, mais fait que, tu sais, ces fours-là, oui, c'est intéressant, mais où ça devient encore plus intéressant ou inquiétant, c'est que les entreprises vont nous rentrer dans un écosystème complètement fermé. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas acheter le four LG ou le four Samsung ou peu importe, on nomme ces deux-là parce que c'est les deux marques qui étaient vraiment le plus présentes avec des électroménagers intelligents comme vraiment à un autre niveau. Là, on a été chez Bosch, on a été chez plein d'autres entreprises où il y avait une technologie mais qui n'était pas aussi poussée, je dirais, en termes d'intelligence ou de AI. Puis, c'est les deux entreprises qui ont remporté les prix d'innovation, en fait, cette semaine, là, pour notamment ces innovations-là. Là. C'est ça. Fait que là, ils veulent nous emmener dans un écosystème fermé. C'est ça, si tu as acheté ce four-là, ben tu n'as pas le choix d'avoir le frigo de la même marque. Mais non. Parce que l'idée, en fait, c'est que quand tu vas sortir un produit de ton frigo, mettons qu'on sort un petit poulet là, de notre frigo, ben là, le frigo va reconnaître que tu as sorti un poulet, que le poulet a telle grosseur, il va estimer le poids. Et là, il va envoyer l'information à ton four. Ouais. Là, il va apparaître des choix de recettes sur ton frigo, sur ton four, que tu vas pouvoir sélectionner, amener les légumes ou peu importe dans ton plat. Et le four va automatiquement partir la cuisson selon la recette qui va avoir été déterminée. Donc, plus besoin de savoir quelle cuisson, à quelle température intérieure doit atteindre un poulet, combien de temps et tout ça. Plus besoin d'appeler sa mère pour avoir l'information si on l'a oublié. Mais là, il y a des craintes, selon nous, de littératie culinaire et tout ça. Beaucoup, là, parce que, tu sais, même ça allait jusqu'à un certain point où, dans la technologie de LG, il y a un tiroir à l'intérieur du frigo qui peut servir autant de réfrigérateur que de congélateur, puis peut se tempérer. Ce à quoi ça sert, en fait, c'est que
tu peux mettre tes ingrédients pour le souper à l'intérieur de ce Avant de partir le matin. Là, avant de partir le matin, là, tu peux placer ça à l'intérieur et tout. Le frigo est programmé de sorte à ce qu'il sait exactement à peu près à l'heure à laquelle vous soupez. À un certain moment, va se mettre à utiliser ce tiroir-là pour tempérer les ingrédients en préparation du souper et il va envoyer un signal au four pour partir le four au bon moment, à la bonne température pour la recette qui concerne les ingrédients à l'intérieur du tiroir. C'est quand même poussé. Ou on pourrait penser, mettons, une lasagne congelée. Tu sais, des fois, il y en a qui font de la meal prep et tout ça. Le matin, avant de partir, tu sors la lasagne du congélateur, tu l'amènes dans ce tiroir-là. Tu dis à ton frigo ou à ton assistant personnel, ton AI agent, tu lui dis que quand tu pars du bureau ou X temps avant de partir du bureau, il doit s'assurer que le four est prêt. Puis comme il te suit partout, bien, il sait exactement l'heure à laquelle tu es embarqué dans ton auto et il se connaît le trafic et la durée que ça va te prendre pour ton chemin. Fait que là, à partir, par exemple, de midi, ben, ce tiroir-là va pouvoir tempérer la lasagne pour que quand arrive, je ne sais pas, n'importe quoi, 5 heures, le four part, 5h30, quand vous arrivez à la maison, vous prenez la lasagne, le mettez au four, et là, pendant que vous faites le devoir avec les petits ou tout ça, ben là, lui, il va savoir exactement quand la lasagne est à la bonne température et mettre le broil à temps pour la cuisson. Puis ça, c'est en ce moment, mais ce qu'on voyait avec les robots humanoïdes, c'est qu'éventuellement, cette étape-là entre le frigo et le four va se faire via notre fameux Cloyd ou peu importe lequel robot sera rendu là à ce moment-là. Oui, non, c'est quand même impressionnant. Puis il y a aussi un volet dans les technologies de ce type-là dans la cuisine. Là, LG, ils ont développé le hub en cuisine qui est maintenant le micro-ondes. Là. Donc, le micro-ondes est lié au four, a un écran d'une superficie, ma foi, c'est ça, 27 pouces. En fait, c'est la porte du micro-ondes qui devient un écran. Oui, exactement. Mais ce micro-ondes-là devient une espèce de hub où là, tu peux faire jouer de la musique, voir la météo, lire tes recettes, mais au-delà de ça... avec... Mais c'est ça. Il est muni de caméras dans tous les angles possibles, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'effectivement, il y a un potentiel de communiquer avec certaines personnes et tout. Fait que l'idée, c'est, comme on se disait, de ne plus avoir son téléphone sur soi, jamais dans la cuisine. Tu n'as plus besoin d'appareil, tout est connecté, se parle, puis te permet de faire un peu ce que tu veux. En fait, c'est pas juste en cuisine, c'est qu'on n'aurait plus notre téléphone nulle part. Puis ça, les entreprises, tu sais, oui, Lenovo avec Motorola ont lancé des nouveaux téléphones pour battre à la porte et tout ça. Mais on a très peu entendu parler de téléphone intelligent. Quelques entreprises ont parlé des flips et tout ça, là. Mais il y avait très peu de références au téléphone intelligent parce que l'objectif, c'est que cet agent ou ce jumeau AI-là va nous suivre partout. Donc, on a vu, on n'en parlera pas aujourd'hui, ça n'a pas rapport avec l'alimentaire, mais ça pourrait avoir potentiellement un gros impact au niveau du commerce de détail. Mais les voitures autonomes, dans le futur, on a vu des projections de ce que seraient les tableaux de bord où, quand on voit une publicité sur un billboard, on pourrait faire un swap, puis toute l'offre de produits de cette entreprise-là apparaîtrait sur notre tableau de bord. Là. En fait, c'est les fenêtres qui deviennent des écrans tactiles. Puis là, on pourrait commander et tout ça. Donc, on n'a plus besoin d'avoir nos écrans avec nous parce qu'on arriverait dans un magasin, nos lunettes intelligentes vont reconnaître les différents produits, les offres qu'on va avoir eues. Donc, on s'en va dans un univers, comme vous disait, l'IA physique. Oui, c'est ça, l'IA physique plutôt que l'IA digitale. Mais c'est là que c'est ça la prochaine étape. Donc, d'un point de vue de commerce de détail, d'un point de vue de comment on gère les emballages et tout ça, c'est un élément qui a été beaucoup discuté parce que là, on parle beaucoup dans la cuisine du consommateur, mais si on recule une étape dans la chaîne, au niveau de la distribution, au niveau du retail, au Canada, on est plus ou moins exposé à ça, mais on assiste à des panels avec des entreprises de distribution 100% autonomes ici, ou un drone qui fait présentement des livraisons à Phoenix, à Dallas, à Charlotte et tout ça. Puis c'était pas de la science-fiction, c'est un drone qui roule présentement, une entreprise qui s'appelle Wing, qui distribue présentement pour Walmart dans ces marchés-là. Puis je ne sais plus c'est quoi le titre de la personne qui était sur le panel, c'était une des hautes dirigeantes de l'entreprise, nous expliquait que l'importance pour les marques de développer des emballages faits pour ce genre de livraison-là, pour s'assurer justement que ça soit optimal. Fait qu'on n'est pas dans la réflexion de commerce de détail, on est dans la réflexion de comment l'emballage est optimal pour une livraison par drone. Même chose pour les fameux petits, je sais pas comment ils appellent, les petits carts, le genre de glacière à roulettes. Pour la livraison. Autonome pour la livraison. Ça aussi, là, on les a vus là-bas au CES, une entreprise qui s'appelle Coco, là, qui livre ça sans souci. Puis, tu sais, même toute la livraison par taxi autonome. Cette semaine, au CES, on a eu la chance d'essayer Zoox, donc qui est un service de taxi 100% autonome qui fonctionne très bien. Pour vrai, je veux dire, on a l'impression qu'il y avait une humain conduisait. Une fois, il est passé sa jaune-orange à un coin de rue. C'est ça, j'ai eu était orange foncé.
tabarnouche, parce que, tu sais, mais c'est aussi la même chose, c'est un peu peurant, là. Honnêtement, on a eu un petit moment de remise en question. Ouais. Puis, mais tu sais, quand on a de la donnée, tu sais, avec Bouillon, on sonde les Québécois chaque année par rapport à leur relation à la bouffe, puis on a les dernières données qu'on a par rapport à l'aisance des Québécois face à cette autonomisation-là par rapport à se faire livrer de la nourriture sans aucun contact humain. Juste retourner voir la stat. C'est 1 sur 4. 1 sur 5. C'est 20 non, ça, c'est les personnes des repas. Excuse-moi. C'est 1 sur 4. Il y a un Québécois sur 4 qui est à l'aise avec ce concept-là de se faire livrer de la nourriture sans avoir de contact humain. Donc, que ce soit livré par des robots comme ça. Mais quand on regarde dans les plus jeunes générations, là, celles qui sont nées avec dans l'ère numérique, c'est 1 sur 3. Donc, chez les Z, chez les Y, qui sont à l'aise avec ça. Fait que, puis on le voit là, même au niveau de la préparation des repas, c'est plus bas que ça. C'est 1 sur 5. Un Québécois sur 5 qui se dit à l'aise d'acheter ou de manger un plat qui aurait été préparé par un robot devant lui. Que ce soit faire un sandwich, assembler une salade et tout ça. Aux États-Unis, il y a quelques concepts de restaurants qui l'ont appliqué. Mais on a rencontré aussi... En fait, moi, je ne l'ai pas vu. C'est toi qui es allé voir le kiosque. Moi, j'ai assisté à la conférence du fondateur d'une entreprise de Taïwan. Je vais te laisser parler de l'espèce de machine distributrice. En fait, c'est une espèce de machine distributrice qui semble bien banale, là, en fait, qui distribue des soupes ramen puis des genres de plats à base de nouilles. Là. Puis, en fait, la révolution à l'intérieur de ça, c'est que c'est des produits frais qui sont assemblés, congelés, assemblés, puis qui sont servis directement. Donc, on n'est pas en mode de soupe ramen déshydratée, réhydratée, tout ça. Là. On parlait de produits de qualité. La personne devant moi dégustait une soupe avec des crevettes tempura qui, ma foi, semblait sortir d'un restaurant. Mais tout ça, en un claquement de doigts, là, ça a pris quelques secondes avant qu'il reçoive son plat. C'est gros comme une machine distributrice, là. Un peu plus gros, mettons. C'est légèrement plus gros qu'une machine distributrice, mais tout de même, c'était quand même pas si gros que ça. Avec un bon bol de soupe, là, quand même, c'est impressionnant de voir ça. Pour le temps aussi de la rapidité d'exécution, là, c'est impressionnant. Puis après ça, on pourrait revenir aussi dans la chaîne de production. Là, on le sait à quel point l'IA va, révolutionne déjà la production dans les champs. Avec les capteurs, on en a déjà parlé par le passé, qui détectent les maladies, les zones à irriguer, à drainer et tout ça. Mais là, on l'a vu, là, aujourd'hui, une marque comme John Deere, une marque comme Kubota se présentent plus comme des entreprises de machinerie agricole, mais se présentent comme des entreprises de tech. Là. Il était là à côté de n'importe quelle autre entreprise technologique avec des kiosques qui étaient vraiment impressionnants, avec des jeux interactifs, tout ça. Tu as embarqué dans une moissonneuse batteuse. C'est ça. Mais tu sais, l'ampleur du kiosque, c'était quand même impressionnant par rapport aux autres entreprises qui étaient présentes. Ils ont une place à prendre qui est déjà qui est bien prise, bien. Puis il y avait un simulateur où on pouvait essayer les différentes technologies pour être sûr de maximiser la récolte au champ, pour être sûr qu'il n'y ait aucune perte, que le temps de récolte soit parfait justement pour qu'il y ait le moins de pertes possibles lors de la récolte. Donc, c'était vraiment impressionnant. Oui. Mais tu sais, pour l'ensemble de la chaîne, ça donne un peu un portrait de où ça s'en va. Puis après ça, ben là, bien évidemment, il y a aussi plusieurs startups qui sont présentes au CES avec différents types d'innovations. Avec des bébelles, on va se le dire. Oui, un peu des bébelles. C'était un peu des bébelles quand même, mais quelques-uns qui étaient quand même plus impressionnants que d'autres. Là. Ben là, on a vu notamment une bouteille d'eau qui est de l'entreprise Eco. En fait, cette bouteille d'eau-là crée de l'eau hydrogénée. Là, vous allez me dire, H2O, de l'hydrogène dans l'eau, il y en a déjà... J'ai obstiné Amélie toute la semaine sur le fait que je cherchais le bénéfice de cette bouteille. Mais bon, avoir les line-up qu'il y avait à ce kiosque-là... C'est ça. Puis les ventes qu'ils faisaient... Ça c'est probablement moi le problème. À 300 la petite bouteille d'eau, je vous garantis qu'il devait y avoir quelque chose en quelque part qu'on n'a pas compris. C'est une bouteille utilisable, c'est pas trop. Oui, c'est ça. En fait, la technologie, c'est qu'au bas de la bouteille, il y a un petit mécanisme à l'intérieur qui crée de l'osmose inversée avec l'eau. Là, je vous expliquerai pas en détail la technologie, mais bref, ce que ça fait, c'est que ça permet d'ajouter davantage d'hydrogène dans l'eau. Puis semble-t-il qu'il y a davantage d'hydrogène dans l'eau, comme ça permet d'avoir comme un niveau d'antioxydants extraordinaire. Ça permet de récupérer plus facilement suite à des activités sportives et tout ça. Ça donne de l'énergie aussi, semble-t-il. Plus de concentration. Plus de concentration. Là, ça a l'air que c'est magnifique, c'est merveilleux. Les gens sortaient tous de là avec une petite bouteille. On l'a passé, on l'a goûté. Bon, on n'est pas reparti avec une petite bouteille. Ça goûtait l'eau, c'est ça. Sinon, parlant d'eau, une autre machine à eau qui nous a quand même... ça, c'est quand même plus impressionnant. En fait, c'est un système qui permet de créer de l'eau à partir de l'air. En fait, l'air ambiant.
l'air ambiant puis de l'humidité ambiante, en fait. Donc, dans une maison classique normale, la machine peut créer jusqu'à 10 litres d'eau à partir de l'air ambiant. Donc, ça, c'est quand même intéressant, là, pour vrai, puis ça a quand même une belle valeur ajoutée potentielle. Fait que ça, on est peut-être quand même impressionnés. En fait, la grande innovation, c'était qu'il y avait développé aussi une machine à café dans laquelle tu n'avais jamais besoin d'ajouter d'eau. Oui. Donc, c'est la même technologie que leur machine à eau, mais appliquée à une machine à café. Donc, la promesse était justement que tu n'avais jamais besoin d'ajouter d'eau. L'eau est purifiée, les minéraux sont ajoutés et tout ça pour avoir une qualité d'eau exceptionnelle, mais à partir de l'air ambiant de notre maison. Ouais. Ils proposaient pour des entreprises et tout ça. Ils nous disaient que ça marchait même dans le désert où le taux d'humidité est assez faible. Mais encore une fois, on a goûté. Ça goûtait l'eau. Ça goûtait l'eau, là, c'est ça, exact. Parlant d'eau encore. Parlant d'eau, ouais, c'est ça. Le liquide, là, c'est quand même bien présent. Le liquide, en fait, une entreprise qui s'appelle AquaBlue. En fait, c'est une machine qui permettait de rajouter de la protéine puis d'autres éléments à valeur ajoutée. Des électrolytes, de la protéine aussi qu'on a vu, là. C'est comme. Protéines, antioxydants. Antioxydants, en tout cas, à l'intérieur de l'eau. Fait que là, ça, c'est une autre des machines. Ben, c'était genre un soda stream dans lequel tu pouvais ajouter ces différents éléments-là, ajouter des la bouteilles, saveur, effectivement. Au besoin. Fait que c'était une machine de comptoir où tu pouvais, en fonction du moment ou de l'occasion de consommation, tout faire à partir de cette machine-là. C'était pas inintéressant. Là, tu t'es fait servir un petit d'eau aromatisée. Un petit eau aromatisée à la menthe et je ne sais trop. Là, ben, encore une fois, ça goûtait l'eau aromatisée, on s'entend, mais c'est ça. Sinon, ben là, autre affaire, là, les machines à glace cette année, les machines à glace intelligentes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis pourtant, moi, je pense pas que c'est si compliqué que ça, faire de la glace dans la vie, mais là, il faut croire qu'il y a quelque chose à simplifier. Mais des centaines de machines à glace intelligentes. On en a vu, là, qu'elles soient autonomes, qu'elles puissent avoir des différentes valeurs ajoutées X. Honnêtement. Qu'elle se nettoie toute seule et tout ça. Puis là, la même machine peut faire des glaces rondes, des glaces carrées, des glaces, pas slotch, là, mais plus. Ouais, c'est ça, concassé. Plus concassé et tout ça. Moi, je parie là, que ça va être la prochaine Bébel Ricardo. Ils vont lancer une machine à glace. Une machine à glace, mais c'est peut-être déjà le cas, en fait. Mais. J'ai comme un doute, mais je pense que oui. Ça doit être la meilleure. Mais même la glace, là, tu sais, même LG, dans leur technologie de frigo, là, la nouveauté aussi qui venait avec tout le reste des bébelles, c'était qu'ils étaient capables de faire de la glace ronde. Ça, fin du monde. Fait qu'il y a quelque chose avec la glace qu'on n'a pas compris. Là. Puis, puis c'est ça. Puis en fait, l'autre, en fait, c'est. Il y a trois affaires qu'on a vues beaucoup. Là. Ouais. Des balayeuses intelligentes là, qui sont déjà là, mais ça, toutes les marques techno en avaient une. Les fameuses machines à glace. Et les tondeuses. Les tondeuses intelligentes, ça, il y en avait une quantité phénoménale. Partout. Ouais. Ben, tu sais, c'est cela, on est plus dans quelque chose d'un peu plus anecdotique. Anecdotique, mais... exactement, mais c'était quand même notable. Fait que, tu sais, mettons, pour résumer, en fait, notre semaine, oui, des belles innovations, cette IA-là qui devient physique, qui va s'intégrer partout dans nos vies. On n'a pas pu s'empêcher d'avoir certaines craintes, là, oui, au niveau de la protection des données, au niveau d'être suivi par ces entreprises-là qui vont avoir accès justement à l'ensemble de nos vies, de cette connaissance-là. Mais moi, ce qui me trouble, c'est beaucoup la perte de connaissances culinaires. Déjà, les jeunes ont moins de connaissances culinaires qu'il y en avait. Là, j'ai l'impression qu'avec ces technologies-là, oui, ça peut amener une découvrabilité, oui, ça peut accompagner des gens qui savent pas trop comment s'y prendre en cuisine, étape par étape et tout ça, mais j'ai l'impression que là, on saura juste plus. Là, demain matin, il y a une panne électrique, là, on est juste plus capable de savoir comment faire une soupe. Pour moi, c'est un enjeu. Même chose au niveau de la créativité. Tu sais, on est toujours en train de se faire dire, oui, on est tanné de se faire demander par les enfants qu'est-ce qu'on mange pour souper ou d'être dans la charge mentale de planifier les repas de la semaine, la gestion de l'épicerie et tout ça. Mais là, si tout ça est automatisé, pris en charge en fonction de nos préférences, à quel moment on va avoir on va développer puis avoir le réflexe, l'habitude de développer notre créativité alimentaire et tout ça. Moi, c'est un élément qui me titille beaucoup. C'est la créativité puis l'esprit critique aussi, tu sais. C'est ça aussi qui nous troublait, c'est que si tout est servi sur un plateau d'argent comme ça, à un moment donné, il n'y a pas de remise en question par rapport à ce qui t'est servi ou proposé. Il y a quand même un risque aussi là-dessus. Oui. Puis, tu sais, une des phrases qui m'a attiré qui m'a marqué dans une des conférences auxquelles j'ai assisté, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à cette technologie-là est très coûteuse. On s'entend, là, c'est des électroménagers qui sont très dispendieux. Ouais. Il y a une machine à eau qu'on vous parlait tantôt là, qui fait de l'eau à partir de l'air, c'est 5 000 l'unité. Là. On s'entend que c'est pas pour toutes les bourses. Là. Non. Mais aujourd'hui, c'est la technologie qui est un luxe pour ça procurer. C'est sûr que les entreprises techno vont développer des moyens pour nous la rendre plus accessible parce qu'ils veulent rentrer dans nos maisons, dans nos cuisines. Fait que ça va être des systèmes de location un peu comme les chauffe-eau, les autos. Mais les cellulaires, c'est le même principe. Je sais pas, mais bon, ça va s'en venir. Mais ce que la panéliste disait lors de la conférence, c'est
éventuellement, dans quelques années, le vrai luxe va être l'humain. Tu sais, de dire, on pourra aller dans une chaîne de restauration rapide, tout va être préparé par des robots. Mais quand tu vas vouloir te payer un vrai luxe, tu vas te payer un resto où c'est des vrais gens qui ont coupé tes aliments, puis c'est un vrai chef qui a pensé à des recettes, puis tout ça n'est pas automatisé. Donc aujourd'hui, le luxe et la technologie, mais peut-être que demain, le luxe va être l'humain. Fait que c'était un peu... en tout cas, moi, c'est une phrase qui m'habite là, depuis quelques jours. Mais ça résume bien le sentiment qu'on a eu aussi, puis je pense qu'on ressort un peu... je veux dire, énergisé de créativité et de ce qu'on voit venir, mais aussi un peu mitigé par rapport à tout ça. Là. Je pense que ça résume bien la semaine qu'on a eue. Là. Ouais. Fait que, ben, c'était notre résumé de CES 2026. Là, notre vol a été annulé ce soir. On doit partir demain. Donc, on va profiter des dernières heures qu'on a à Vegas pour aller marcher sur le strip. Sur le strip. Aller visiter quelques autres microbrasseries. On a découvert un petit quartier plus haut là, qui a l'air bien sympathique. Fait où on s'est fait dire qu'il fallait faire attention vu qu'on était des touristes. Mais à part ça, c'est beau. Une fois passé ça va être le fun. Fait que, merci de nous suivre. Puis n'hésitez pas à commenter. Là, on va vous répondre avec grand plaisir. Puis si vous avez des questions, ben faites-nous signe. Il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas couverts dans cette vidéo. Salut! Salut!